Bonjour à tous, je suis en compagnie aujourd'hui d'un groupe qu'on aime beaucoup sur Logos FM, un duo qui a réussi à se faire une place dans le paysage musical français grâce à un style d'écriture décalé et des mélodies pop-rock. Bonjour Nico et Fred du groupe Archimède. Bonjour. Bonjour. Donc pour ce Hit Story, on va parler du premier single de votre nouvel album. Un single qui s'appelle Je t'aime low cost, qu'on diffuse beaucoup. Cette chanson, c'est une déclaration d'amour d'un Roméo fauché comme les blés. C'est exactement ça. En fait, on voulait faire une chanson d'amour qui soit pas une énième chanson d'amour. Et je trouve amusant dans ce texte d'évoquer à la fois l'amour et la crise économique. C'est-à-dire quand on est fauché comme les blés, comme vous dites, et qu'on est sans le sou, la dernière chose qui nous reste, c'est l'amour. C'est le seul truc qui peut nous sauver. Et on peut être fauché et vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça raconte ça, Je t'aime low cost. Voilà. Avec humour. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'humour et de second degré. Ouais, enfin, c'est surtout son histoire, c'est ce qu'il dit pas, hein. Ouais, il est très low cost avec sa femme. Sur votre page Facebook, vous êtes comparé à Vianney et Julien Doré, en fait, pour mettre en parallèle plusieurs façons de chanter l'amour. Oui, c'était une petite joke en fait. On parlait de Julien Doré qui était il parlait un peu de l'amour dans sa forme lascive, euh, luxuriante, enfin, et de Vianney qui est souvent dans le romantisme échevelé. Et on aime bien d'ailleurs les deux artistes, hein, c'était pas une critique, mais nous on est beaucoup plus, comment dire, mutin, un peu décalé, volontiers ironique. Je t'aime loco, c'est pas une chanson d'amour comme les autres, c'est d'abord fait pour se marrer. Mais il y a un vrai message derrière, et c'est vraiment l'esprit Archimède, c'est d'envoyer des vérités toujours avec un petit rictus. Voilà. Et justement, à côté de cette vérité, il y a vos accents pop-rock et puis le refrain entêtant du morceau. C'était la formule idéale pour séduire votre belle. Ah oui, 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 non, mais c'était pas pour la séduire elle, mais en tout cas, j'ai le sentiment que cette chanson a séduit le public, en tout cas les gens qui nous aiment bien. On est voilà, dans le sillage de ce qu'on fait traditionnellement, des refrains plutôt allègres, plutôt joyeux et un texte un peu ironique. Oui, on travaille beaucoup sur les mélodies. Là, on sort d'un showcase où on a joué que en guitare acoustique, on compose nos chansons comme ça. Donc, une guitare, une voix, il faut trouver des mélodies et que ce soit assez efficace. Mais c'est aussi par rapport à ce qu'on écoute. Beaucoup. Est-ce que vous avez une petite anecdote sur la création de la chanson pour nos auditeurs? Quelque chose de croustillant? Oui, c'est vrai qu'il a été longtemps question avec notre ancien directeur de maison de disques de Jive. On s'envoyait des mails et tout, parce que je parle d'un trench en alpaga. Et alors le directeur de Sony nous disait mais ça n'existe pas un trench en alpaga. Il me disait c'est comme un slip en laine ou enfin voilà. Et il y a eu des débats et des considérations pendant plusieurs jours, des jours et des jours d'échanges de mails. Et finalement on a réussi à garder ce texte, à en faire une chanson, à l'enregistrer. Et le trench en alpaga existe bel et bien. Il y a un manteau je crois de Nina Ricci. Il existe vraiment. C'est un objet voilà, factuel, le trench en alpaga. C'est un passage marquant, oui, de la chanson. Est-ce que c'était une évidence de choisir ce titre comme premier single pour cette nouvelle aventure musicale? Oh non, parce qu'il y a 11 singles, hein, dans cet album, hein. Non, c'était pas une évidence, c'est juste qu'on s'est concerté. C'est vraiment une. Il n'y a pas que Nico et moi qui choisissons, c'est aussi notre label, c'est aussi les réalisateurs. Et puis au fur et à mesure de l'avancement de la chanson, elle sort guitare-voix de chez nous, on commence à la produire, etc. Il y a des choses qui se passent et on se dit, tiens, ouais, elle est bien singleisable ou pas. Et des fois, des chansons où on pense que ça va être l'autoroute et qu'en studio on va sortir une belle pépite, et ben on n'y arrive pas. C'est assez bizarre. Donc voilà, cette chanson-là, c'est en fin d'enregistrement, on s'est dit tiens, pourquoi pas, et on l'a fait écouter autour de nous et les gens trouvaient ça bien, c'était entraînant, un peu de pied, un peu d'électro, voilà. On va parler un petit peu de votre album, donc, qui est sorti le 7 avril, donc votre quatrième opus Méhari, du nom de la célèbre voiture décapotable de Citroën. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que cet album vous permet de poursuivre votre route tranquillement. Oui, exactement. Et on poursuit la route sous le soleil de manière un peu débraillée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'album Méhari. C'est parce qu'on estime qu'on a là à faire un album voilà, plutôt ensoleillé, décapoté. On l'a composé assez librement. On a vécu des années 2015 et 2016 difficiles.
Il y a une chanson qui rend hommage aux victimes des attentats sur ce disque qui s'appelle Vivre est un poème, mais pour l'ensemble du disque, on l'a voulu expressément joyeux et c'est une espèce de catharsis cet album. On s'est purgé de notre chagrin. Donc vraiment, c'est un disque, je pense, plein d'entrain, voilà, plein d'entrain et débraillé comme cette fameuse Méhari en plastique voilà, c'est sans fioriture, quoi. Il y a la chanson de Branleur Parfait, elle résume bien, c'est un peu un disque de branleur. On n'est pas en Méhari, on met le CD dans l'autoradio dans l'autoradio et c'est parti, quoi. C'est vrai que c'était un bon timing, avril, parce que vous faites vraiment une musique printanière qu'on a envie d'écouter quand on part en virée, voilà, en voiture. Donc c'est vraiment, vraiment très réussi. Je vous dirais pas que c'est l'album de la maturité, je crois que ça vous agace un peu. C'est l'album de l'immaturité. Voilà. Plus ça va, plus on régresse volontairement vers l'enfance parce que c'est là où on puise son génie, où tous les grands créateurs puisent leur talent. On vous sent aussi un peu plus engagé sur cet album, donc pas avec le côté revendicatif, mais toujours, comme vous disiez, avec le rictus. Oui, c'est-à-dire on est citoyen, on n'est jamais militant, on n'a jamais le poing brandi, on n'est pas dans une culture rock alternatif ou de donneur de leçons, mais on est très concerné par notre époque, donc on parle dans ce disque d'écologie, d'une rue utopique, et là on voit avec la montée du Front National, enfin voilà, ce sont des chansons qui font écho aussi à l'actualité. Et oui, c'est un album non pas engagé, on se revendique même nous comme un groupe assez dégagé, comme le disait Dutronc, mais voilà, il y a toujours eu une fibre sociale dans la discographie d'Archimède, on revendique ça volontiers, mais toujours avec le sourire. Mais c'est normal, quand on sort de scène, on est des gens comme tout le monde, hein. On paye nos impôts, on va à l'hôpital quand on a besoin, enfin voilà, on est des gens comme toutes, donc voilà quoi, enfin surtout toi. Moi je paye pas mes... Si, non, On coupera. Pour célébrer ce 4e album, vous êtes actuellement en tournée avec un tour en Méhari. Oui, bah c'était un bon jeu de mots, un tour en Méhari, c'est vrai que ça se prêtait bien. On avait appelé nos précédentes tournées le Trafalgar Tour, Arcadie, etc. Là, un tour en Méhari, c'était le bon. C'est toi qui as trouvé ça, je crois. J'ai trouvé le titre, Méhari, il a trouvé un tour en Méhari. C'était moins difficile, hein. Ouais. Ouais. Mais effectivement, oui, un tour en Méhari, tout le monde est convié à ce grand tour de manège à travers la France. On s'amuse même pour annoncer les dates de concerts sur les réseaux sociaux à placer la Méhari au-dessus des villes dans lesquelles on va. Donc on s'en amuse, quoi. Depuis 2004, vous avez réussi à séduire un large public en montrant que la langue de Molière en fait, pouvait se prêter vraiment à un projet au service de réelles influences anglo-saxonnes. Oui, bah c'est vrai que c'est vraiment notre identité, ça, d'être un espèce de shuttle entre une musique d'obédience bretonne et un attachement viscéral à la langue française. Mais d'autres l'ont fait avant nous. Renaud, Paul Narev, Dutronc, Téléphone, Nino Ferrer et plein d'autres. Bachung faisaient brillamment sonner la langue française et on essaie de marcher dans les pas de ces illustres aînés. On n'a rien inventé, mais je pense qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de groupes de notre génération qui chantent en français et c'est dommage parce que pour peu qu'on se donne la peine, on peut réussir à faire sonner le français dans un format musical pop-rock. Je suis d'accord. Alors quels sont vos rêves, Archimède, pour la suite? D'être encore plus reconnu dans le paysage musical français? De changer de frère. Ouais, pareil. De quoi on peut rêver? Non, que ça continue, tout simplement, qu'on puisse continuer à se lever le matin, faire de la musique, enregistrer des disques, faire des showcases dans les FNAC, rencontrer des gens comme vous, jouer dans des salles de concert, voilà. Et puis, s'il y a un peu plus de monde à chaque fois, c'est bien, mais on n'aspire pas non plus à faire des Bercy, des tours du monde dans des avions. En plus, non, mais voilà, c'est vraiment que ça continue et qu'on puisse vivre aujourd'hui de sa passion, c'est quand même un grand luxe. Voilà. Eh bien, un grand merci, Archimède, donc, pour cet entretien. On vous souhaite de chouettes aventures donc, avec Méhari et on vous dit à très bientôt sur Logos FM. Merci Stéphane, merci Logos FM. Merci Stéphane, merci Logos FM.